Bonjour, merci Nicolas. Bonjour à tous sur la tribune.fr. Bonjour Benoît Grossman. Alors vous êtes partenaire chez Idinvest, qui est un fonds de capital risque qui investit dans les startups en France et en Europe. Et vous êtes également le président du collège investisseur de France Digital. Et donc France Digital, dans une version moderne de David contre Goliath, a lancé une offensive contre l'ogre Apple. Vous avez porté plainte auprès de la CNIL. Vous attaquez Apple sur sa gestion des données personnelles. Alors concrètement, qu'est-ce que vous reprochez à Apple ? Oui, bonjour. Alors, j'aime pas le terme d'offensive. C'est vrai qu'effectivement, le 9 mars dernier, donc il y a quelques semaines de cela, France Digital a porté plainte contre Apple auprès de la CNIL. La problématique, c'était essentiellement une problématique de collecte de données. Vous savez qu'avec le dernier iOS, les publicités personnalisées qui sont utilisées par la plateforme Apple ne requièrent plus le consentement de l'utilisateur parce que par défaut, l'utilisateur a donné son accord. Et moi, je vous défie de trouver le moyen de vous déconnecter. Je crois qu'il faut appuyer 18 fois, il faut aller vraiment au 18e sous-sol. Donc, par définition, ce que fait Apple avec ce système de non-demande de consentement, ça revient à être en violation avec la fameuse réglementation de la RGPD, notamment dans le cadre de la e-privacy. Donc c'est pour ça que nous, on considère chez France Digital qu'il y a deux poids, deux mesures entre des grands qui peuvent s'affranchir de ce genre de système et les autres qui n'ont pas la possibilité de le faire. Pourquoi deux poids, deux mesures, justement ? Écoutez, le poids d'Apple, vous connaissez les chiffres d'Apple, alors je vais juste donner des chiffres un petit peu au hasard. Le chiffre d'affaires d'Apple au dernier trimestre, je crois que c'était quelque chose comme 110 milliards de dollars. En termes de rentabilité, c'était des résultats nets d'à peu près 30 milliards de dollars. Donc x4, ça fait 120 par an. Tout le CAC 40, c'est moins que ça. La capitalisation boursière d'Apple, c'est plus de 2000 milliards de dollars, qui est équivalent à la capitalisation de tout le CAC 40. Donc voilà, ce sont des chiffres écrasants. En termes de position de cash, je crois que Apple a quelque chose comme 200 milliards de dollars en cash. Donc c'est toujours difficile de lutter contre une société qui a 200 milliards de dollars en cash. Voilà. Et vous représentez qui en fait dans ce combat ? Pourquoi est-ce que les développeurs d'applications, les startups, sont en colère contre Apple sur ce sujet-là ? Alors il faut savoir que France Digital est une association, la plus grosse association de startups européennes, qui rassemble à peu près 1500 startups. Il se trouve qu'aujourd'hui, dans le combat entre les startups versus Apple, les startups n'ont pas forcément la possibilité de se plaindre, je dirais publiquement vis-à-vis d'Apple, parce que c'est toujours difficile d'attaquer un petit peu un de ses canaux de distribution. Donc, s'il y a des gens qui peuvent le faire, c'est vraiment France Digital qui est agnostique là-dessus, et c'est pour ça qu'on le fait. Alors d'ailleurs, ce qui est assez rigolo, depuis qu'on a porté plainte, donc depuis le 9 mars dernier, on a reçu plein d'appels de sociétés qui nous ont fait part un peu de tout leur déboire avec Apple. Donc je tairai bien sûr leur nom, pour des raisons évidentes j'aime pas dire de sécurité, mais je tairai leur nom. Et on s'est aperçu que Apple utilisait des méthodes, en clair, ils utilisent à fond leur pouvoir. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous êtes un développeur d'application, vous passez de l'App Store, c'est juste pas possible. Donc, quoi qu'il arrive, quel que soit le prix qu'Apple vous demande, j'exagère un petit peu, vous n'avez pas forcément le choix, vous passez au tiroir caisse. Ce que vous dites en gros, c'est que Apple utilise sa position dominante sur le marché des applications pour un petit peu imposer des conditions de manière un peu arbitraire aux développeurs d'applications qui n'ont pas le choix que de les accepter. Tout à fait. Et d'autant plus que, et si jamais une société se rebelle, alors on prend toujours l'exemple de Fortnite, ce qui a fait la une de la presse il y a quelques mois de cela, où Fortnite attendait de se rebeller, ils ont été déréférencés de l'App Store, et pour un jeu comme Fortnite, ou même je crois que Spotify a essayé de porter plainte, ça s'est plutôt mal passé, donc après les gens reviennent dans le droit chemin. Donc ce qui est important, c'est que aucune société n'abuse de son droit. Et aussi le point particulier d'Apple, c'est que Apple peut vous bannir de son App Store pour des raisons qui peuvent être un peu subjectives. Ça peut être non-conformité avec les règles générales de politique de propriété intellectuelle, par exemple. Donc ce sont des critères forcément subjectifs. Et j'ai des exemples de sociétés qui se sont fait bannir de l'App Store parce qu'en fait, cette société était un peu en concurrence avec une des applications développées par Apple. Donc c'est un petit peu compliqué. Alors en plus, ce qui est encore plus compliqué, c'est que, je prends l'exemple dans le domaine du streaming de musique, Spotify ou Deezer, donc en passant par l'App Store, rétrocèdent 30% de leur revenu à l'App Store. C'est un peu compliqué pour une société comme Spotify ou Deezer de donner 30% de ses revenus à son concurrent principal, qui exploite Apple Music. Donc ce sont des distorsions de concurrence qui sont quand même assez frappantes. Donc derrière cette plainte contre Apple sur le thème des données personnelles, donc il y a une plainte très précise, derrière vous attaquez en fait tout le fonctionnement d'Apple qui est à la fois le logiciel, qui est à la fois le hardware et qui du coup est dans une position, ce que vous pensez d'abus de position dominante en fait. Non, on va se contenter aujourd'hui d'attaquer Apple
uniquement sur la partie e-privacy, donc sur le non-respect de la RGPD. Attaquer Apple sur le fond, c'est un petit peu compliqué. Je ne pense pas que chez France Digital, on en ait la prétention. En plus, ce sont des temps très longs. Alors en plus, la problématique de toutes les plaintes qui sont portées pour abus de position dominante, ce sont des temps qui sont relativement longs. En général, les plaintes au niveau de la Commission européenne pressent entre 5 et 7 ans pour aller jusqu'au bout. Entre 5 et 7 ans, la Terre elle a fait 3000 fois le tour sur elle-même. Entre-temps, l'écosystème a changé. Donc les temps dont on parle, puis entre-temps les startups, elles peuvent mourir, elles peuvent aller en bourse. Donc ce sont des temps qui ne sont pas cohérents, pas compatibles avec la durée de vie des sociétés. Le sujet sur lequel vous voulez alerter l'opinion aussi, c'est selon vous, c'est une sorte d'hypocrisie d'Apple vis-à-vis des données personnelles qui dit un petit peu, qui impose aux développeurs d'applications des règles très strictes concernant l'application du RGPD, mais qui à lui-même ne s'applique pas ces règles-là. C'est ça un petit peu l'objet de la plainte. Ouais, et je pense que ouais, tout à fait. Et c'est assez basique aujourd'hui. Apple ne demande pas le consentement de ses utilisateurs pour leur donner de la publicité ciblée. Voilà, c'est juste aussi basique que ça. Et une fois de plus, pour vous déconnecter, pour ne pas donner votre consentement, par défaut, je vous défie de trouver comment sur votre iPhone décocher la case. Je vous mets au défi. Donc, en fait, tout le monde a donné son accord, par défaut. Lorsque nous avons préparé cet entretien, vous m'avez dit Apple est une entreprise adorée des consommateurs, mais détestée des développeurs d'applications. Y a-t-il d'autres problèmes d'Apple pour les startups françaises ? Alors c'est vrai, je crois qu'Apple est la marque préférée de tous ces utilisateurs. Il y a des utilisateurs Apple, quand toute la panoplie des produits Apple, vraiment adorés de ces utilisateurs parce qu'ils ont des produits qui sont magnifiques, une ergonomie qui est géniale. Là-dessus, il n'y a rien à dire. De toute façon, si Apple est devenu Apple, c'est parce qu'il le méritait, les produits étaient top. Et par contre, paradoxalement, je crois que c'est une des sociétés qui est le plus détestée dans l'écosystème, parce que par définition, l'iOS, vous savez que c'est un système fermé par opposition à Android de Google, c'est un système fermé. Et c'est pour ça que tous les développeurs, tout l'écosystème a un peu de mal à travailler avec Apple. Et puis en plus, Apple peut imposer des conditions, une fois de plus, vous différencez de l'App Store sur des conditions assez... somme toute assez subjectives, hein, notamment ça peut être une non-conformité avec les règles générales de propriété intellectuelle. C'est assez subjectif. Hein. Du coup, vous appelez à une remise en question de la régulation, de la législation pour que justement on puisse mieux encadrer des plateformes structurantes comme Apple ? Oui, c'est le fameux DMA, Digital Market Act, qui a été lancé par la Commission européenne il y a quelques semaines ou quelques mois de cela, dont on est assez fiers chez France Digital que la Commission européenne s'empare de ce sujet. Hein. Pour la faire courte, la DMA, c'est un petit peu, comme on dit, le temps de la naïveté européenne vis-à-vis des GAFA est enfin révolu, et je crois qu'il faut faire en sorte que l'écosystème travaille de manière plus transparente en évitant les positions ultra dominantes des GAFA. On a beaucoup parlé d'Apple aujourd'hui. Je crois que les GAFA ont des positions plus qu'ultra dominantes, ont des taux de croissance qui sont vertigineux, et je crois qu'il faut encadrer tout ça pour faire en sorte que les sociétés travaillent dans un environnement concurrentiel normal. J'ai l'impression que vous prenez un petit peu un prétexte, disons, pour attirer le regard sur Apple, parce que la question du consentement sur les données personnelles, en gros, il suffirait qu'Apple se mette en conformité, disons, et demande aux utilisateurs de cocher la case pour qu'il n'y ait plus de plaintes qui tiennent pour vous, en fait. Tout à fait. Et pour nous, là, c'est pas une attaque sur le fond, cette histoire de non-compliance sur la RGPD, c'est plus une question de forme, et à mon avis, ça peut aller plus vite. Une fois de plus, les plaintes au niveau de la Commission européenne pour abus de position dominante, ce sont des temps longs qui sont plutôt de 4 ans à 8 ans. Et on ne va pas dire 4 ans à 8 ans chez France Digital. Donc, ce côté non-respect de la RGPD, à mon avis, sera beaucoup plus rapide. Et si on y arrive, bien sûr. Si vous arrivez, parce qu'en même temps, 4 associations d'APUB ont porté plainte auprès de l'autorité de la concurrence l'an dernier contre Apple. L'autorité a rendu un petit peu la conclusion de son enquête préliminaire sur le sujet au début du mois. Et surprise, elle a soutenu Apple, avec la CNIL également, qui a estimé que Apple avait des pratiques qui étaient originales en termes de vie privée, mais qui respectaient l'esprit du RGPD. Est-ce que du coup, c'est un petit coup de massue pour vous, ça ? Écoutez, ça montre juste qu'il y a beaucoup de choses à faire. On n'est bien sûr pas sûr d'y arriver, mais il y a beaucoup de choses à faire qu'il faut absolument le tenter. Mais vous savez, on parlait un petit peu plus tôt des startups qui, depuis le 9 mars 2021, qui est la date à laquelle on a porté plainte officiellement contre Apple auprès de la CNIL, on a eu beaucoup de témoignages spontanés de startups qui ont demandé à témoigner de façon anonyme. C'est un petit peu original. Donc il y a une espèce d'omerta dans la profession, mais
je vais être très méchant avec vous, il y a également un omerta chez les journalistes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, beaucoup de journalistes ne veulent pas témoigner contre Apple parce qu'ils veulent être invités tous les ans à la keynote de Tim Cook à Cupertino. Avant, c'était le cas de la Tribune. Avant, c'était Steve Jobs. Donc beaucoup de journalistes sont au courant de beaucoup de choses, ne peuvent pas témoigner contre parce qu'ils n'ont plus leur ticket pour la Cupertino. Je me mets à leur place, je ferais peut-être pareil. Donc je les critique même pas. Voilà. Et beaucoup de startups ne veulent pas non plus parler à la presse sur les sujets d'Apple. Donc nous leur lançons aussi un appel à parler à la Tribune. Tout à fait. Et c'est très compliqué pour des raisons évidentes. Hein. Pour une startup dont son business dépend une grande partie de l'App Store, on ne peut pas lui demander de témoigner à visage ouvert. Enfin, c'est comme ça. Voilà. De l'intérêt de passer par France Digital, justement, qui fédère un petit peu tout ça sans donner de nom, quoi. Voilà. Et en même temps, on sait aussi qui sont les membres de France Digital, et notamment les membres les plus éminents. Voilà, tout à fait. Alors il se trouve que France Digital, vous savez, c'est une association qui regroupe des startups et des investisseurs, donc regroupe 1800 membres, et bien sûr beaucoup de startups, tous les investisseurs de la place et toutes les grandes startups sont représentés chez France Digital. Il y a deux collèges, un collège entrepreneur, un collège investisseur. Moi, bien sûr, je suis le président sur la partie investisseur. Et dit autrement, il n'y a que moi chez France Digital qui pouvait le faire. Mon coprésident sur la partie startup ne pouvait bien sûr pas le faire. Frédéric Mazella de Blablacar. Je ne le citerai pas, voilà, parce que Blablacar utilise le système Apple avec l'App Store. Donc, s'il y a quelqu'un qui pouvait le faire, ça ne pouvait être fait que sur la partie investisseur. Voilà. Vous avez vous-même dans votre portefeuille en tant que, cette fois-ci, partenaire chez Idinvest, des startups qui ont eu affaire à Apple et qui sont plutôt contentes de ce mouvement de libération de la parole, disons. Oui, tout à fait. Et j'ai découvert, il n'y a pas longtemps de ça, qu'une société avait été blacklistée il y a quelques temps par Apple parce que le produit qu'ils développaient était en concurrence avec un des produits d'Apple. Et pour ça, ils avaient bien sûr prétexté, ils ne pouvaient pas le dire comme ça parce que ça serait un abus de position dominante ou une concurrence qui s'assurait de manière non optimale. Ils ont prétexté d'autres manières pour les exclure temporairement de l'App Store. Après, ils sont venus dans le droit chemin, donc ils sont revenus dessus. Bien sûr, je tairai l'application et tout pour... Donc vous pensez qu'il y a des startups qui sont mortes à cause du fait qu'Apple les ait déférencées du jour au lendemain de l'App Store? Bien sûr. Mortes ou, comme on dit, pris un coup sur la tête, parce que quand vous êtes sur un business d'app, se priver de l'App Store, c'est très compliqué. Il nous reste quelques secondes. Où en est la CNIL a accepté a reçu votre plainte et a accepté de l'étudier, ce qui est déjà une première. Tout à fait, c'est une grande première. Quel est le timing pour cette plainte? Je crois que le timing, c'est bientôt. Je crois que l'avantage de cette plainte qui a été portée auprès de la CNIL, on n'est pas dans les temps longs de la Commission européenne pour les histoires d'abus de position dominante, on est sur des temps beaucoup plus courts, qui, pour les startups, paraît toujours trop long, mais qui sera beaucoup plus court que ce qu'on a au niveau européen. Merci beaucoup, Benoît Grossman. On arrive au terme de cette table ronde.